Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission Zone Franche de ce dimanche. Dans un contexte marqué par les préoccupations liées au coût de la vie, à la qualité des produits disponibles sur le marché et à la protection du pouvoir d'achat des ménages, la question des droits des consommateurs apparaît plus que jamais comme un enjeu majeur. Comment permettre aux populations d'accéder à des produits de qualité et à des prix abordables? Comment faire respecter la garantie et le service après-vente, encore trop souvent négligé justement par certains fournisseurs? Comment promouvoir davantage les produits made in Bénin tout en rassurant les consommateurs sur leur qualité et leur sécurité? Au-delà de ces préoccupations, la consommation responsable suppose également une meilleure éducation des citoyens au choix de consommation, à la gestion de leur budget et à la valorisation des initiatives qui renforcent le pouvoir des consommateurs. Et pour en débattre ce matin, on reçoit Robin Akombesi, président de l'organisation La Voix des consommateurs, engagé dans la protection des droits et intérêts sociaux économiques des consommateurs, ainsi que dans la promotion du développement durable. Je serai avec Franck Arnaud pour animer ce débat. Franck Arnaud, bonjour. Bonjour Eric, chers téléspectateurs, bonjour. Robin Akombesi, bonjour. Bonjour. Mieux consommer, payer juste, quel levier pour renforcer le pouvoir et la protection des consommateurs béninois? C'est le thème de cet entretien grand format, zone franche de ce dimanche. Lorsque vous considérez le consommateur béninois, à quoi il ressemble, Robin Akombesi? Merci d'abord de nous inviter pour ce plateau. C'est vrai que ça fait un bon moment que nous n'avons plus assez d'échanges avec nos concitoyens consommateurs et vous, nos premiers partenaires de la presse, parce que nous étions sur des chantiers particuliers pour la nation béninoise. On a fini ce chantier et donc on se remet au boulot comme à l'accoutumée. Et donc aujourd'hui, le consommateur béninois essaie de survivre. Essaie de survivre parce que il y a une conjoncture internationale, c'est vrai, mais le Bénin est en train de vivre ses particularités. Il y a des spécificités liées aux réformes que notre État a choisi d'engager, réformes pertinentes à plus d'un titre, qui font grincer des dents parce que dans la mise en œuvre, peut-être qu'il n'y a pas encore une parfaite intelligence entre les bénéficiaires et les exécutants. Et donc, pour le consommateur aujourd'hui, les plus gros problèmes sont liés d'abord à la qualité des produits sur le marché. C'est lié au coût des produits, mais c'est lié aussi à spécifiquement la baisse du pouvoir d'achat. Il y a une catégorie de Béninois qui s'en portent de mieux en mieux financièrement. Il y a la couche modeste qui essaie de rester, qui essaie de naviguer. Mais il y a une couche qui malheureusement a du mal à s'adapter à notre ère. Et si on doit prendre... Et par rapport à cette couche, vous pensez à quel genre de Béninois? C'est les Béninois que vous pouvez observer beaucoup plus dans les communes les plus reculées. Ok. C'est les Béninois que vous pouvez observer dans le Grand Nokoué qui se retrouvent dans des zones souvent difficiles d'accès, les zones inondées, les périphéries, oui. Mais c'est des Béninois que vous rencontrez tous les jours au marché et qui chaque fois sont obligés d'aller payer aujourd'hui un peu dans des sachets plastiques qui reviennent à la maison. À chaque fois qu'ils ont un besoin, ils sont obligés de se déplacer parce qu'ils n'ont pas la capacité financière de faire des achats en gros et de pouvoir avoir un stock planifié. Sur une durée. Sur une durée. Et ça concerne malheureusement près de 50% de notre population. Mais comment cette couche-là, ces personnes-là en sont arrivées là? Comment on peut l'expliquer?
Vous savez, notre pays a eu des problèmes sérieux, il continue d'en avoir. Mais pendant longtemps, on n'a pas compris le concept du développement. De sorte que il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont instruits, il y a ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir été à l'école du blanc. Et pour la catégorie de ceux qui sont instruits, malheureusement, on nous a appris juste à bûcher. On n'a jamais compris, en fait, fondamentalement, l'utilité des cours qu'on nous donnait, qu'on nous enseignait. Quelques rares parmi nous ont pu exploiter ça à bon escient, mais la plupart du temps, c'est des connaissances parcellaires que nous avons. C'est ça qui explique, en fait, que vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'innovation chez nous. Pendant que dans les autres pays, vous voyez des inventions à foison, vous voyez des innovations qui se développent. Chez nous, ce n'est pas le cas. Mais de l'autre côté, il y a ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, donc, et qui sont beaucoup plus occupés par les activités agraires, tout ce qui est paysan, et à la limite, ceux qui sont dans l'artisanat. C'est vrai que ceux qui sont dans l'artisanat, il y a un mixte. Et donc, dans l'autre catégorie, des paysans et des artisans, il n'y a pas encore une structuration qui leur permette d'orienter leur vie en se disant, lorsque je mène une activité, par exemple, je dois avoir de l'épargne. Je dois avoir un minimum de connaissance de comment on gère financièrement une activité. Je dois faire des projections sur le moyen, le long terme. Non, rien. Les gens vivent au quotidien. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de bémol à mettre à ce que vous dites là? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la donne a totalement changé. Ceux qui s'en sortent, c'est plutôt cette catégorie-là. Ceux qui ont étudié, qui savent faire la part des choses, qui ont la notion de l'épargne, ceux qui ont la notion, tout ce que vous dites là, c'est pas eux qui s'en sortent mieux. Nous connaissons des vulcanisateurs avec qui nous avons fréquenté. Nous connaissons des gens qui sont allés très tôt à la terre, mais qui aujourd'hui ont investi entre ceux dont vous parlez, ceux-là, c'est le jour et la nuit totalement. Oui, en fait, je vais vous dire le problème spécifique des paysans. Vous voyez, par exemple, on a connu récemment une période où on leur a interdit, par exemple, de vendre certains produits à l'extérieur. On ne s'est jamais amusé à aller évaluer l'investissement qu'ils font dans leurs travaux champêtres, dans leurs activités agricoles. C'est des gens qui souvent tournent à perte, c'est-à-dire ils vivent simplement de ce qu'ils produisent matériellement. Ils ont les produits agricoles, les denrées agricoles, et ils peuvent vivre au jour le jour. Mais ils ont une autre difficulté. Il leur arrive même, lorsqu'ils ont besoin de ressources financières, de vendre ce qu'ils sont censés conserver comme semences pour pouvoir reproduire une autre production agricole. Et finalement, lorsqu'ils doivent produire de nouvelles semences, ils doivent aller racheter. Et beaucoup plus cher. Donc vous voyez la complexité. C'est des gens qui, normalement, s'ils étaient accompagnés, ils auraient pu avoir beaucoup plus que ça. Mais aller dans les villages, c'est vrai, ils ont le minimum vital, peut-être on peut dire, mais ce n'est pas des gens pour autant heureux parce que pour l'investissement qu'ils font, ce seraient des millionnaires, en principe. C'est ceux qui ont compris qu'il faut moderniser un peu leur agriculture, c'est ceux-là que vous voyez qui s'en sortent mieux. Quand vous prenez les artisans, en fait, c'est des gens très avertis. Et vous avez vu juste de dire qu'ils se portent mieux que nous, parce que c'est des gens qui sont plus structurés. Lorsque vous prenez par le secteur de l'artisanat, c'est les regroupements les plus structurés au Bénin. C'est un paradoxe. On pourrait dire qu'ils ont été accompagnés par les partenaires, mais il faut reconnaître que c'est des gens qui sont mieux structurés parce qu'ils ne se compliquent pas la vie avec les connaissances, nous, qui nous embrouillent. On nous a appris un certain nombre de choses à l'école. Malheureusement, on ne sait pas mettre en œuvre. Ceux qui ont appris de l'épargne, les économistes, les financiers, paradoxalement, ce n'est pas eux qui sont les plus gros épargnants.
c'est plutôt eux qui sont les plus gros consommateurs passifs. Ils dépensent l'argent simplement. Allez, on retient en gros que dans la vie de nos consommateurs, il y a eu des changements, il y a aussi des défis qui sont là en termes de coûts des denrées. Et est-ce qu'aujourd'hui, pour le travail que vous faites aux côtés des consommateurs, vous pensez qu'ils maîtrisent suffisamment le droit et les mécanismes de recours qui existent lorsqu'ils sont lésés? Avant d'en parler, vous allez me permettre de faire un point assez précis Allez-y. de la situation de l'état des lieux. D'accord. Lorsque vous prenez par exemple le secteur public, au plan positif, on peut énumérer par exemple que nous avons désormais une loi qui protège mieux le locataire. C'est la loi sur l'usage, l'habitation, location à usage, ou le bail à usage d'habitation. Et donc, là par exemple, le propriétaire fait beaucoup plus attention. Lorsque vous vous retrouvez en difficulté en tant que locataire avec le propriétaire, vous avez plus de chances de gagner devant le procureur, devant le juge. Donc c'est une avancée. Lorsque vous prenez au niveau foncier, alors l'avancée ici, qu'est-ce que ça apporte au profit du consommateur? Oui, lorsque désormais en tant que locataire, je ne suis plus autant fragile qu'avant, que le propriétaire ne peut plus m'imposer, vous allez payer 6 mois, vous allez payer 12 mois. D'accord. Je suis obligé de payer 3 mois. Lorsque il ne respecte pas mes droits en tant que consommateur, que je vais me plaindre auprès du procureur ou à la police, eh bien, on me donne raison. Donc, le consommateur est plus favorisé. Lorsque vous prenez au niveau du foncier, il y a la NDF, désormais, l'Agence nationale du développement foncier, du domaine et du foncier, pardon. Vous avez une évolution nette en matière de cadastre. C'est-à-dire que désormais, vous devez avoir le certificat d'enregistrement foncier, je crois. Et ce CEF, ça vous permet de mieux sécuriser votre domaine ou votre parcelle par rapport à avant. Au niveau de la circulation, nous voyons qu'il y a un peu plus de routes qu'avant. Donc, la circulation nous est beaucoup plus aisée sur toute étendue du territoire. Lorsque vous prenez au niveau de la police, vous constatez qu'il y a plus de présence de policiers dans la circulation, ce qui limite un peu les accidents de circulation. D'ailleurs, il y a une salutation particulière à ce qu'on appelle le radar, les contrôles de vitesse. Vous savez, c'est très important pour le consommateur parce que observez bien dans la circulation, les motocyclistes, les automobilistes voient un piéton en train de traverser la voie et foncent sur lui. C'est la particularité au Bénin. Or, le consommateur piéton a le droit à la sécurité. On ne peut pas foncer sur lui. Et même quand bien même il est sur la bande de passage piéton. Donc aujourd'hui, avec ces contrôles du radar, dans les agglomérations, il y a plus de ralentissement et de respect du code de la route. Au niveau, par exemple, du secteur de la santé, au moins aujourd'hui, formellement, c'est interdit la vente des faux médicaments. Même si ça continue de circuler dans des réseaux. Mais formellement, on n'est plus censé voir ça. C'est un progrès. Au niveau de l'ARCEP, par exemple, avec lequel nous avons travaillé pendant longtemps, il y a eu plus d'une vingtaine de décisions qui ont été en faveur du consommateur. Nous avons eu, par exemple, l'initiative de l'Atlas de couverture des réseaux qui permet aux consommateurs désormais de savoir dans quelle zone est-ce que le réseau est disponible, dans quelle route le réseau est moyennement disponible ou pas du tout. Nous avons eu ce qu'on a appelé le free roaming. Le free roaming, ça permet aux consommateurs désormais qui veulent voyager dans la sous-région de pouvoir bénéficier d'une baisse de coûts, même parfois au tarif du pays où nous allons, selon les accords que l'ARCEP a pu négocier avec ces pays-là. Nous avons eu le simulateur tarifaire de coûts qui permet aux consommateurs, après que nous on ait fait les comparatifs par exemple, de pouvoir
checker pour voir est-ce que ce forfait m'arrange, ainsi de suite. Donc ça, c'est les avancées globales qu'on peut noter. Qu'on peut noter. Alors, sur cet aspect, puisque vous avez cité ces termes de choses, généralement, quand on parle du droit des consommateurs, on pense généralement à ce qui rentre dans le ventre. Vous avez cité la loi sur l'habitat, les réformes au niveau du cadastre, les infrastructures routières, la présence des policiers sur nos axes routiers. Les e-services. Les e-services, par exemple, aujourd'hui, avec la NIP, on peut avoir... Alors, comment tout ceci apporte un soulagement à un consommateur? Oui, aujourd'hui, par exemple, lorsque pour avoir accès à ma pièce d'identité, lorsque j'ai le CIP aujourd'hui, si à l'instant mon CIP est expiré et que j'ai besoin d'aller faire une formalité bancaire tout de suite, il suffit que je demande à l'instant en ligne et puis je l'ai. C'est plus rapide. Donc, je n'ai plus à attendre d'aller faire 72 heures, 2 semaines, parfois 1 mois, selon vos relations, pour l'avoir. C'est ça, d'accord. Et dans le même temps, il faut dire que nous, en tant qu'organisation de consommateurs, on a mené beaucoup de sensibilisation avec des structures de l'État. On a fait les contrôles conjoints avec l'ABSSA. C'est des activités que vous couvrez souvent en fin d'année. On a eu à faire beaucoup d'activités avec l'ARCEP, les sensibilisations, par exemple, sur les arnaques financières par rapport au mobile money. Il y en a eu beaucoup, et donc ces sensibilisations ont permis de réduire, d'éveiller les consciences des populations, des consommateurs, de réduire ces pratiques. Et sur les points où on n'a pas évolué? Sur les points où on n'a pas évolué? Oui. Il y a eu beaucoup de points où c'est très difficile pour le consommateur aujourd'hui de s'en sortir. Lorsque vous prenez les e-services, par exemple, vous pouvez noter qu'au niveau du casier judiciaire, c'est un casse-tête chinois pour le consommateur. Vous déposez parfois, c'est parti pour 2 semaines, 1 mois, et vous n'avez pas. On ne comprend pas ce qui se passe. Je l'ai eu en 96 heures. Est-ce que vous avez cherché à comprendre ce qu'il en est réellement? Oui, nous avons posé des questions, mais c'est des difficultés d'ordre fonctionnel, d'après ce qu'on nous dit. Bon, est-ce que c'est corrigé? Mais les gens l'ont vécu. Moi-même, je l'ai vécu récemment, il y a à peine 2 mois. On nous a demandé de nous mettre en conformité pour l'avoir, ça n'a pas été facile. Et donc, il y a au niveau, par exemple, de la hausse des coûts, au niveau des produits pharmaceutiques. Vous notez que presque tous les produits pharmaceutiques ont connu une flambée de prix. Donc, c'est difficile pour le consommateur de s'en sortir avec ça. Vous allez dans les hôpitaux. Le service des indigents, à un moment donné, ça a disparu. Absolument. Donc, beaucoup n'ont pas pu bénéficier de soins. Les soins sont devenus très onéreux pour nous tous, globalement. Vous allez en clinique aujourd'hui, systématiquement, on vous impose une pléthore d'analyses et on justifie comme quoi le bilan est obligatoire. Or, est-ce que c'est imposé? Si c'est nécessaire, peut-être qu'après le diagnostic, on a vu que c'était nécessaire. Et c'est là justement le problème. Vous savez, dans la démarche scientifique, il y a un protocole qu'on suit. Et le protocole demande d'aller étape par étape. C'est-à-dire que lorsque le patient vient, vous faites d'abord l'interrogatoire et l'examen clinique. On vous check physiquement. Et lorsqu'on fait le constat que on peut vous traiter avec des médicaments ou avec quelques techniques moins onéreuses, eh bien, on vous fait une ordonnance et vous allez payer. Lorsque le médecin est sûr de son check-in, oui. Mais il peut lui arriver de ne pas être satisfait des résultats qu'il a obtenus lors de l'examen clinique ou lors de l'interrogatoire. Donc, il peut vous demander, par exemple, un premier bilan d'intention. Et donc, à ce bilan d'intention, il demande des analyses clés. Il ne demande pas tout systématiquement. Au deuxième, il demande encore des examens de confirmation ou avec d'autres. Je vais vous raconter une petite expérience que j'ai vécue personnellement. Oui, petite expérience que j'ai vécue personnellement. Je me suis retrouvé quelque part où on m'a imposé une liste d'examens juste parce que j'ai une foulure au coude. On est allé jusqu'à demander des analyses de sang. Évidemment. C'était des jeunes que j'ai beaucoup appréciés, mais je leur ai demandé, et si on suivait le protocole? C'est-à-dire qu'on ira étape par étape.
On pourrait faire la radio, faire l'échographie. Et après, peut-être en arriver là. Les analyses au total me coûtaient près de 100 000 francs. Je me suis posé la question, et si je n'avais pas les moyens? L'ordonnance, j'ai dit, bon, vous me faites d'abord l'ordonnance, je vais essayer. Et si je continue d'avoir toujours mal, parce qu'ils ont checké, j'arrive à soulever mon bras, j'arrive à soulever des choses, mais ça me fait mal. La douleur est là. Donc, quand j'ai reçu l'ordonnance, j'ai été payé, mais je me suis rendu compte que d'abord les produits qu'on m'a utilisés avaient commencé par prescrit, avaient commencé par enfler mon bras. Après, je me suis rappelé qu'il y avait un produit que je prenais en pharmacie. Je suis allé voir le pharmacien, je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, mais ça, c'est suffisant. J'en ai pris 2 en l'intervalle d'une semaine ou 10 jours. C'était parti. Et je n'ai plus jamais rien jusqu'à aujourd'hui. Et ces cas sont légion. Les personnes qui n'ont pas de ressources, vous imaginez les difficultés qu'elles ont. À un moment donné, elles se disent, autant mieux ne pas y aller parce qu'aujourd'hui, pour aller faire par exemple des analyses pour le palu, ça vous coûte près de la 30 000. Vous imaginez combien de population? Vous n'exagérez pas. Non, je viens de gérer ça encore la semaine dernière pour le médecin, il fait son travail. Je n'ai pas dit non. Hypothèses. S'il n'est pas sûr des symptômes qu'il a retrouvés au cours de l'interrogatoire, c'est bien normal qu'il demande des examens médicaux. J'ai connu un médecin rassurer. à Bégamin d'un certain âge. Il vous touche, il vous check, quel que soit le problème, il vous prescrit les ordonnances. Vous êtes traité, vous posez. Tous n'ont pas la même, oui, la même inspiration. On a été formé en Chine et on a compris que c'est la même chose. C'est-à-dire que le médecin doit prioriser d'abord le check, l'examen physique et traiter lorsque le problème n'est pas encore très grave avant. Donc, cela agit un peu sur le mais ça déséquilibre les ressources financières du consommateur qui, lorsqu'il n'a pas les ressources, il préfère le pire. Il n'y va plus ou il fait de l'automédication, ce qui est plus dangereux. Donc, il vaut mieux baisser les coûts pour que les gens puissent. Lorsque on continue, vous avez aujourd'hui au niveau de l'eau, notre société qui nous procure de l'eau dans les cités. Mais les coupures sont permanentes. Parfois, on n'a pas de l'eau pendant près de 8 heures de temps dans la journée, pendant près de 4 heures de temps dans la journée. Il nous arrive même d'oublier de fermer les robinets. Et après, vous constatez les dégâts. L'eau coule. Et vous recevez la facture. Nous allons sur le terrain du foncier. Au niveau du foncier, par exemple, vous savez, on a lancé plein d'opérations de remembrement, lotissement, remembrement. Mais qui, jusqu'à la date d'aujourd'hui, il y en a qui font 1 an, 2 ans. Ça n'a rien donné. Nous avons connu la hausse de coût du carburant. Les résultats sont automatiques. Le transport augmente. Lorsque le transport augmente, tout ce qui est marchandise, toutes les personnes physiques transportées implémentent ça systématiquement sur le service ou sur le bien qui est à vendre par la suite. Donc, ces produits deviennent plus chers. Nous avons au niveau de ce qu'on appelle les services du numérique, la téléphonie mobile, Internet. Vous avez vu, il y a eu un encadrement tarifaire à un moment donné. Les prix étaient à un niveau où c'était très cher et tout le monde s'en est plaint. Tout le monde s'en plaint. Ça n'a pas bougé pendant longtemps. C'est récemment qu'on a vu un petit dégrèvement. On ne sait pas ce que ça donne concrètement. Mais pour le consommateur, c'est devenu lourd. Payer la connexion Internet à ce prix, alors que nous nous étions battus pour que ce soit à plus de moitié prix auparavant. Robert Akombassi, la liste n'est pas exhaustive. Non. Il faut en citer, vous allez passer on n'en finira pas. Oui, c'est votre travail, vous échangez avec les consommateurs. Vous en êtes un d'ailleurs. Mais à tous ces problèmes-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire de façon... Quelle est la thérapie de choc pour essayer de soulager le consommateur avant de changer d'axe de discussion? Je crois que la solution serait très simple si nous suivons par exemple un mot de la campagne du président Romuald Wadagne, que je profite pour saluer et féliciter pour sa brillante élection. Il a utilisé un mot ensemble. Il a dit nous irons loin. Si je me rappelle un peu. Mais ce mot ensemble
c'est énorme. Une petite anecdote, vous savez, à un sage, on a demandé qu'est-ce qui est plus fort que l'homme le plus fort. Il dit une grossesse. Qu'est-ce qui est plus fort que la grossesse? Il dit l'enfant qui naît, surtout quand l'enfant est capricieux. On dit qu'est-ce qui est plus fort? Il dit mais le sommeil. Lorsque vous perdez le sommeil, ben c'est compliqué. On dit mais qu'est-ce qui est plus fort que lorsque vous perdez le sommeil? Il dit lorsque vous avez une communauté, lorsque vous appartenez à une famille, lorsque vous avez des proches qui vous écoutent, vos problèmes sont résolus. Donc, lorsqu'on est ensemble dans une communauté, nous pouvons penser à comment est-ce que, de manière communautaire, collective, participative, inclusive, nous arrivons à construire le mieux vivre ensemble. Et ce mieux vivre est tellement possible que le fournisseur, ce n'est pas notre ennemi. Bien au contraire. Si le fournisseur n'était pas là, peut-être que nous ne serions pas en train d'avoir ce service que vous nous offrez aujourd'hui à travers les médias. On n'aurait pas les jolis costumes que vous avez. On n'aurait pas pu manger aujourd'hui pour venir ici. On ne pourrait pas se déplacer avec un véhicule, avec le carburant. Donc le fournisseur est indispensable, c'est incontournable. Mais le fournisseur lui-même se rend compte, et devrait davantage s'en rendre compte, que sans son client, sans son consommateur, il a beau acheter les produits, créer les services les plus performants. Si vous vous accrochez à un slogan, j'allais dire une vision d'un acteur politique devenu président de la République, et vous, défendeurs de consommateurs, vous allez dormir sur vos lauriers pour dire, le président a déjà dit, ensemble nous irons loin. Est-ce que c'est suffisant pour sortir, disons, les Béninois de cette précarité que vous semblez décrire? Non, je suis en train d'aller... Qu'est-ce qui vous rassure? Je suis en train simplement d'utiliser ce mot que j'espère est entré dans la conscience de tout le gouvernement et avec lequel nous allons tous travailler ensemble. Parce que je disais que le fournisseur, il n'est rien sans le consommateur. Il a beau amener une pléthore, une pléiade de véhicules ici, il dit il veut vendre. Mais si les consommateurs ont une certaine conscience, sont avertis et se disent, bon, ce véhicule-là, ça ne nous plaît pas. Il a investi des millions et les véhicules restent invendus. C'est sa chute, c'est sa perte. C'est pareil au niveau des opérateurs de téléphonie mobile aussi. Rappelez-vous, on avait fait un boycott. Pendant une demi-journée, ça a été observé. Ils ont senti sur leur chiffre d'affaires. Et si tout le monde est conscient que l'autre lui est indispensable, la partie d'en face est indispensable, ça veut dire qu'il vaut mieux travailler en parfaite intelligence. Et donc nous asseoir à travers des dialogues permanents, initier des plateformes de règlement instantané ou dans les délais plus raisonnables des problèmes des consommateurs qui, une fois satisfaits, retourneront plus facilement à leur fournisseurs, aux professionnels, parce qu'un consommateur satisfait, c'est des milliers d'autres que vous gagnez. Donc, si l'État s'implique et qu'ensemble, un peu comme nous faisons avec l'ARCEP, un peu comme nous faisons avec l'ABSSA, on s'assoit et que de manière sincère, on se dise, dans tel secteur, asseyons-nous, discutons, faisons l'état des lieux des problèmes qu'il y a et discutons de comment est-ce qu'on peut les résoudre. Et avec les fournisseurs, tout le monde se dit, je perds quelque chose, je lâche quelque chose et on évolue. Pour nous, à la voix des consommateurs, nous avons eu un certain nombre d'initiatives, un peu comme par exemple le centre d'écoute et de traitement des plaintes des consommateurs, Allo Conso, qui a fonctionné pendant plus de 4 ans, mais qui malheureusement, par défaut de ressources, a dû mettre la clé. Alors, c'est bien l'écoute, c'est bien les cadres de discussion multi-acteurs pour discuter de ces sujets. Mais ce dont veulent les consommateurs, c'est comment baisser les prix. Il y a des modèles ailleurs où on voit dans une année, une période où on essaye de relativiser un peu sur des prix. Alors, chez nous, quel mécanisme on peut trouver justement pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages? Vous faites si bien de le dire, à travers ces mécanismes multi-acteurs, c'est seulement à travers le dialogue
que nous pouvons amener les fournisseurs à accepter de faire des baisses de coûts. C'est seulement à travers le dialogue que nous pouvons amener le gouvernement à accepter de réduire des taxes. Parce qu'il y a un phénomène qui doit être clair pour tout le monde. Lorsque vous prenez un produit, son prix de revient est fonction des coûts de production et du bénéfice que recherche le fournisseur. Donc, si le fournisseur a payé beaucoup plus de taxes, ce n'est pas lui qui va supporter. Non. Il va le calculer sur le coût de revient du produit. Et le prix de vente final, ce sera tout ça incorporé. Mais qui paye? C'est vous et moi, c'est le consommateur qui paye. Donc, il vaut mieux négocier avec les deux parties. L'État, le gouvernement, négocier avec le fournisseur pour voir le juste milieu. Comment est-ce qu'on peut le trouver? Parce que le consommateur béninois, il faut le reconnaître, n'a pas encore le pouvoir de régulation du marché. Une alternative aurait été, par exemple, que les consommateurs se disent, nous réduisons complètement nos consommations et nous nous contentons du strict minimum. Alors, comment c'est possible lorsqu'on sait que le fournisseur, lui, il est à la recherche du profit? C'est clair. Oui. L'État, nous avons un régime fiscal qui cherche à renflouer les caisses de l'État. Oui. Comment est-ce que c'est possible? C'est possible. Qui sera le médiateur? Oui, bien entendu, c'est nous, organisation de consommateurs. Et c'est dans ça que la voix des comment consommateurs s'est engagée. Nous y arrivons de manière très simple. Aujourd'hui, le fournisseur veut vendre. Mais il se retrouve sur un marché concurrentiel. Oui. Eh bien, aujourd'hui, la voix des consommateurs, par exemple, a conçu le mécanisme des achats groupés. C'est-à-dire que nous avons des cartes du consommateur qui sont une adhésion à la voix des consommateurs. Vous n'êtes pas forcément membre de la voix des consommateurs, mais vous êtes protégé par la voix des consommateurs. Et donc, avec cette carte du consommateur, nous voyons avec les entreprises qui accepteraient d'offrir des réductions. Vous savez que ça arrive. Il y a des entreprises qui choisissent des périodes pour dire, dans cette période, nous offrons 10%, 20%, 30%, 25%. Et donc, on discute avec ces entreprises qui acceptent d'offrir ces réductions à chaque fois que vous êtes porteur de la carte. Si vous avez des réductions qui vont jusqu'à 20%, vous pouvez l'avoir au niveau des assurances, jusqu'à 10%. Vous pouvez l'avoir au niveau de l'agroalimentaire. Donc, en un mois, votre ménage peut avoir des réductions qui vont jusqu'à 100 000 francs, 200 000 francs, selon vos moyens. Et lorsque ça se passe comme ça, c'est bénéfique pour le foyer. Ces ressources qui auraient peut-être manqué pour les soins de santé sanitaire, ça pourra finalement servir à faire ça. Et outre ce mécanisme d'achat groupé, nous avons la possibilité, par exemple, d'organiser les salons du consommateur. À travers le salon du consommateur, le fournisseur ne vient pas comme dans une foire ordinaire pour venir faire la plus-value. Nous négocions avec lui pour lui dire, nous on t'offre l'occasion de mieux expliciter tes services, tes offres, de mieux expliciter ton service après-vente pour que les consommateurs soient convaincus qu'avec toi, ils peuvent faire de la fidélisation. Et lorsque vous venez dans ce schéma-là, vous venez dans ce cadre-là, le consommateur vient, vous lui faites des réductions qui l'encouragent, parce que c'est ça qui va le motiver à venir au salon du consommateur. Il va acheter beaucoup parce que c'est une occasion pour lui d'avoir des produits à coût accessible et donc c'est bienvenu. Et il est fidélisé. On va parler sécurité. La sécurité des produits vendus sur le marché est-elle suffisamment garantie aujourd'hui? Vous avez utilisé l'expression suffisamment garantie. Non, ce n'est pas le cas. Parce que l'État est en train de mener un certain nombre d'actions pour le check, le contrôle des produits à l'importation et aussi des produits fabriqués made in Benin. D'ailleurs, la loi 2007-21 portant protection du consommateur prévoit que aucun produit ne doit être mis en consommation s'il n'a un certificat d'enregistrement ou s'il n'a l'autorisation de mise sur le marché. Ce qui suppose que le produit a été analysé, a été contrôlé comme étant garantissant la sécurité pour le consommateur. Est-ce qu'au moins nous disposons de tous ces mécanismes-là de vérification, de contrôle? Oui, les mécanismes existent. Il y a Cotecna, par exemple. Ça fonctionne? C'est là, par contre, le problème. Le fonctionnement reste, pour beaucoup, à être amélioré. Pour la simple raison que nous avons été dans beaucoup
de surface de vente, de surface d'achat, et nous nous sommes rendus compte que les gens n'ont pas les certificats d'enregistrement, ils n'ont pas les autorisations de mise sur le marché, mais ils vendent. Mais la BSSA est là pour ce qui concerne les produits agroalimentaires. Cotecna est là. Mais comment le travail se fait? Nous ne comprenons pas encore. Et donc, ça fait partie par un des sujets dont nous allons discuter avec le gouvernement pour voir comment nous assurer que ce que le gouvernement paye, parce que le gouvernement n'a aucun intérêt à ce que des gens soient payés et que le service soit fait à moitié. Ce n'est pas qu'ils ne font pas le service, ils le font. Mais peut-être que le résultat que nous attendons, on ne l'a pas encore. Parce que c'est le meilleur outil de sécurité lorsqu'il y a ces instruments-là que sont les certificats d'enregistrement ou l'autorisation de mise en consommation sur le marché. Donc, ça, c'est un travail de longue haleine que nous allons faire, mais ça va porter ses fruits parce que moi, je ne désespère pas dans la mesure où il y a eu beaucoup d'activités qu'on a menées avec l'État, où on a constaté que l'État a fini par prendre en considération nos requêtes. Même si ça n'arrive pas forcément au moment où on s'y attend, parce que parfois ça accuse un peu un délai qui reste une souffrance pour le consommateur, mais si ça finit par venir. Et c'est là où nous demandons à ce que cette action soit inclusive. Si l'action de médiation devient inclusive, l'État sera plus sensible. Parce que le professeur à la retraite qui s'implique, le paysan qui s'implique, l'artisan qui s'implique, le journaliste, le communicateur, l'économiste qui s'implique. Donc, l'État se dit, mais si chacun vient apporter un argumentaire qui permet de garantir à l'État de trouver un mécanisme pour continuer d'avoir les ressources, mais dans le même temps de faire souffler un peu le ménage, de faire souffler un peu le consommateur, l'État ne refuserait pas. C'est ça. Le problème qui manque, c'est que nous refusons de nous asseoir à la même table pour trouver la bonne solution. Et Einstein disait, on est intelligent qu'à plusieurs. J'espère que vous allez y arriver. Quels sont les risques encourus par les consommateurs lorsqu'ils achètent par exemple des produits dont l'origine et la qualité sont douteuses? Je prends le cas de certaines saucisses que nous avons combattues pendant longtemps. Au moins, par exemple, dans une des écoles de la place, on a pu faire obtenir que ce ne soit plus vendu aux enfants. Vous savez, il y a une anecdote qui est assez édifiante sur la question. Un pays européen a envoyé de la viande avariée dans un autre pays, de l'autre côté. Et l'autre pays a reçu la viande et a converti en saucisse et leur a renvoyé ça. Ils analysent de l'autre côté, ils disent non, ils ne prennent pas. Les autres aussi ont dit, nous, on a analysé chez nous. Ce n'est pas bon, c'est pour cela que nous avons envoyé ça avec une valeur ajoutée. Donc, si notre État commence par prendre conscience que ces saucisses, on doit les contrôler, les analyser de manière pertinente, de manière efficiente, pour nous assurer qu'il n'y a pas éventuellement des bactéries, qu'il n'y a pas éventuellement des substances nocives, des toxines qui peuvent rendre nos enfants malades, parce que c'est eux qui aiment beaucoup plus les saucisses et autres. Donc, ça par exemple, ça aura eu un impact. Vous prenez un certain nombre de fruits que nous avons sur le marché, mais pour la conservation de ces fruits, vous ne savez pas quelles sont les molécules qui sont utilisées. Il y en a qui sont dangereuses. Les conservateurs, a priori, un conservateur n'a jamais été bien chimique, surtout un conservateur industriel. Ça n'a jamais été bien. Mais on utilise souvent ça. Dans la plupart des boîtes de conserve, c'est ça que nous avons. Nous avons des boissons qui sont considérées comme des jus de fruits, mais ce n'est pas des jus de fruits. C'est de l'eau, c'est du sucre, c'est des colorants, c'est des additifs, c'est des exhausteurs de goût et plein de choses qui sont déconseillées par l'OMS. Et pourtant, nous consommons. Donc, ces produits, si on ne les analyse pas, si on ne les contrôle pas, si on ne s'assure pas de la sécurité, il y a eu une situation en temps où, par rapport au carburant, l'essence. Ce qui a fait qu'en temps on parlait d'essence sans plomb, d'essence avec du plomb. Mais l'essence avec du plomb, c'est cancérigène. C'est plus cancérigène que l'essence ordinaire. Dans les pays occidentaux d'où ça vient,
il ne tolère plus ça. Pendant un bon moment, on l'a utilisé. Donc ça s'est amélioré un peu. Vous voyez que le contrôle doit rester permanent. Absolument. Alors, le service après-vente, c'est un principe qui est un maillon faible du commerce local. Alors, pourquoi ce principe est-il encore très peu respecté? Oui, le service après-vente, en principe, dans la chaîne de l'administration commerciale, c'est un principe sacré avec lequel aucun fournisseur ne doit transiger. Parce que c'est l'outil de fidélisation même de la clientèle. Malheureusement, beaucoup de fournisseurs considèrent ça comme un surcoût. En fait, il trouve toujours le moyen de vous faire payer. Mais lui, il estime qu'il ne veut pas investir dans ça. C'est l'investissement qui se refuse. Parce qu'il lui faut du personnel, il lui faut de l'expertise, et il faut fournir un service que le client ne doit pas payer. C'est ça. À bien des égards, il y a des services après-vente que le client doit payer, mais a priori, pour ce qui est neuf, pour les équipements neufs par exemple, le client est exempté pendant une certaine période. Donc, on ne veut pas faire ça. Mais il y a pire. Ils ne sont pas parfois outillés pour le service après-vente. Et vous allez le voir, il y a beaucoup de smartphones ou de portables, téléphonie mobile qui sont fournis, mais pour lesquels vous n'avez pas de service après-vente. Lorsque vous allez revoir le fournisseur, il vous dira que lui n'y peut rien. Parce qu'ils n'ont pas la technologie. Ils ne recrutent pas le personnel compétent qu'il faut. Ils ne forment pas le personnel qui est déjà là. Ils ne renforcent pas les capacités techniques. Et finalement, le service ne peut pas être offert. Au pire, si c'est un personnel incompétent, votre matériel arrive et on l'achève. Donc, quand ils trouvent que c'est onéreux pour eux, ils préfèrent ne pas s'y engager. Et ils ne veulent surtout pas que chaque fournisseur est insatisfait. Quand ils ne sont pas sûrs de leur produit, chaque fournisseur, chaque consommateur insatisfait, ne reviennent pas avec un produit mal façonné pour dire « je n'ai pas été satisfait, je veux qu'on rectifie ou je veux qu'on me remplace ou qu'on me rembourse ». C'est pour cela qu'ils fuient le service après-vente. Et pourtant, en améliorant la qualité du produit, du service, en étant transparent, en fournissant ce service après-vente, lorsque je suis votre client et que j'ai la certitude que le service après-vente est disponible et que je suis bien satisfait, je n'irai plus jamais ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour amener les fournisseurs ou les distributeurs à respecter par exemple cet engagement et bien d'autres qui le lient avec le consommateur? Il faut que le consommateur soit mieux informé, qu'il devienne plus averti et qu'il devienne plus solidaire. Vous savez, si par exemple, il y a une cantine en face de Canal 3 et que tous les hommes des médias ont l'habitude d'aller là-bas, et à un moment donné, vous constatez que le service ne répond plus à vos attentes légitimes, et vous décidez de boycotter le service, mais elle va fermer. La cantine va fermer. Et vous allez voir, ils vont revenir pour venir s'excuser, pour renégocier votre présence. Donc, la force commence par le meilleur régulateur qui est le consommateur lui-même. Sa prise de conscience que son argent ne doit pas être jeté à la fenêtre. Nos enfants aujourd'hui, on doit les apprendre. Lorsque vous allez acheter des beignets, lorsque vous allez acheter du maïs grillé et que la bonne dame vous dit non, tu n'as pas choisi le morceau, c'est moi qui te le choisis. L'enfant doit lui dire, c'est moi qui ai mon argent. Si je ne peux pas choisir mon morceau, eh bien, je vais ailleurs. Lorsque les fournisseurs vont commencer par faire ce constat, que le consommateur ne se jette plus à n'importe quel service, ne se livre plus à n'importe quel service, vous allez voir, le comportement va changer naturellement. Mais pour cela, il faut éduquer pendant longtemps. Et pour ça, on est en train de mettre sur pied de nouveaux outils. Il y a par exemple la tribune des consommateurs qui sera désormais un panel grandeur nature. On l'a déjà fait avec l'UMOA, on l'a fait avec l'ANIP, on l'a fait avec plein d'autres structures où les consommateurs sont venus et on a débattu. Ça leur a permis d'entendre de vive voix, d'expliquer les services que les consommateurs ne comprenaient pas. Parce que ça aussi, on n'en parle pas. Il y a des services que le consommateur ne comprend pas. Et donc, il fait des choix où il va faire des usages
qui, au bout du rouleau, deviennent sujets à polémique. Et il vient pour réclamer alors qu'il n'est pas forcément dans son droit. Donc, pour éviter ces pertes de temps, ces litiges qui sont onéreux pour toutes les deux parties, il vaut mieux bien expliquer le service régulièrement pour que les gens comprennent ce que c'est et qu'on s'évite les difficultés gratuites. Donc, entre autres services, j'ai parlé de la tribune des consommateurs, mais nous avons prévu aussi, nous avons déjà expérimenté avec un partenaire, l'Odyssée du consommateur, c'est une BD, une bande dessinée. Et nous avons fait aussi des dessins animés qui vont permettre aux enfants désormais de commencer par connaître leurs droits, leurs devoirs en tant que consommateurs. Et vous savez, c'est l'imaginaire que ça travaille. C'est une prise de conscience. Pour vous, au niveau des personnes âgées, c'est déjà foiré. Et vous commencez par le bas pour qu'on rattrape un peu le gap, c'est ça? Pas exactement. Je vous rassure que quand on a fait ces BD, par exemple, toutes les personnes âgées étaient intéressées en lui. C'était bien illustré. La thématique, ça a fait rigoler beaucoup. Et le message a passé. Et le message a passé. Donc, même les adultes vont lire. Et vous savez, l'enfant est le père de l'homme. C'est ce que nous a dit l'illustre écrivain africain. Mais si l'enfant est convaincu et comprend le service, c'est lui qui commence par dire à la maison, maman, on ne fait pas ça. Papa, on nous a dit à l'école, la voix des consommateurs a dit on ne fait pas ça. C'est pas la bonne pratique. Pour un consommateur qui a un pouvoir d'achat assez faible et tu vas devant le fournisseur, tu discutes longtemps avant qu'on te livre la marchandise. Est-ce qu'on est en droit de réclamer un service après-vente? C'est pour cela que nous lançons cet appel solennel à tout le monde pour avoir sa carte du consommateur. On a mis l'adhésion à 5 000 francs, valable pour 1 an. Ou, lorsque vous présentez... Oui, j'y viens. Lorsque le consommateur fragile dont vous parlez, vulnérable à cette carte-là, lorsqu'il présente ça au fournisseur, le fournisseur se rend compte que celui-ci est protégé par la voix des consommateurs. Et il ne veut pas avoir des problèmes avec la voix des consommateurs et les médias. Donc, c'est dissuasif. Ça n'a rien d'agressif, ça n'a rien de vengeur. Il sait simplement qu'il vaut mieux bien satisfaire ce consommateur-là plutôt que d'avoir des difficultés après. Allez, on va parler. Et vous me permettez, ces 5 000 francs, en fait, ce consommateur fragile, il ne le supporte pas en réalité pour la simple raison que il va bénéficier de réductions à chaque fois qu'il va faire des achats dans ces magasins-là. Et donc, au bout du rouleau, c'est ces réductions-là qui couvrent ses frais d'adhésion de 5 000 francs. Donc, en fait, il a une carte gratuite, en définitive. Eric, nous allons parler consommer local, Made in Benin. Absolument, Franck Arnaud. Alors, Monsieur Akrombessi, en tout cas, malgré les efforts de promotion du Made in Benin, de nombreux consommateurs continuent de privilégier les produits importés. Comment cela s'explique? Vous savez, actuellement, je fais partie des experts du CRPC UMOA. C'est le comité régional de protection du consommateur, mis sur pied par la commission de l'UMOA. Il y a beaucoup d'actions qui se mènent dans ce sens au niveau de l'UMOA. Il faut remercier l'UMOA pour tout ce qu'elle fait pour les consommateurs. Et ce comité, par exemple, ou cette commission de l'UMOA, vous imaginez que c'est elle qui finance le consommant local. Le mois du consommant local. Et donc, l'État vient accompagner. Mais l'initiateur, le premier bailleur, c'est l'UMOA. Et nous avons été obligés de leur dire la dernière fois, on leur a déjà dit 2 fois, mais on leur a redit à la dernière séance, qu'on a un véritable problème par rapport à ce mois du consommant local parce que nous sommes les experts du comité. Mais l'État organise et ne nous implique pas. On ne vous dit rien du tout. On vous invite parfois au lancement. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Il s'agit de la stratégie de mise en œuvre de la politique du consommant local. Comment amener les consommateurs... On vous amène dans l'antichambre, dans la cuisine où non, tout se prépare pour ces activités. Nous avons des compétences et de l'expertise en marketing et en administration commerciale. Donc, ce service-là, l'expérience, le customer experience que nous avons avec les consommateurs tous les jours,
nous devrions mettre ça au service de la promotion du consommé local. Comment vous voulez convaincre quelqu'un dont vous ne maîtrisez pas le profil? C'est-à-dire que vous avez un consommateur, vous ne savez pas quels sont ses besoins, vous ne savez pas quelles sont ses difficultés, vous ne savez pas Parler des habitudes de nos consommateurs. Les habitudes du consommateur. Et vous Et voulez, il y a que vous vous- voulez le convaincre. Il n'y a que vous qui les connaissez. On les connaît mieux que les entreprises. D'accord, on vous aura Donc, compris. c'est mieux pour l'État et pour les entreprises de nous associer pour qu'on puisse accompagner cette dynamique et faciliter la consommation locale réellement, parce que c'est pour notre bien, nous tous. Nous avons plus intérêt à ce que ce soit des producteurs locaux qui produisent ce dont nous avons besoin. Nous avons la possibilité de voir de plus près, de faire une veille plus de proximité, plutôt que des produits qui viennent de pays où on ne maîtrise pas. Parfois, on vous dit, ça c'est destiné spécifiquement aux Oui, Africains. mais il y a aux un Noirs. peu de poche de résistance hein, lorsqu'on parle du consommant local. Quels sont les mécanismes aujourd'hui qui peuvent marcher véritablement pour changer la donne, pour renverser la tendance de façon concrète, vraiment? Nous avions Oui, entendu au les- Parlement la voix d'une députée qui a proposé, par exemple, pour ce qui est de l'habillement des députés, Ouais. elle souhaite que les députés viennent en tenue locale. Oui, ça aurait été tellement bien, ce ne serait pas seulement les députés. Ce Mais serait elle- aussi les membres du gouvernement, par exemple. De l'administration. Ce serait par exemple les hommes des médias. Ce seraient les membres des organisations de consommateurs. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un média offre l'opportunité de la visibilité, il faut l'exploiter à fond et non pas la gaspiller. Donc chaque fois que nous permettons que ce que nous produisons localement soit mieux connu par les Béninois, ce qui fait l'amour par rapport à quelque chose, c'est l'habitude de voir régulièrement la chose. Et donc, on devrait utiliser tous les mécanismes. Et c'est là où nous disons qu'on a beaucoup d'apports à faire pour qu'il y ait des mécanismes, des stratégies, des initiatives qui permettent d'amener le consommateur. Regardez, par exemple, nous sommes en train d'organiser le salon du consommateur. Mais ce salon du consommateur aura une part très belle pour la promotion du consommé local. Et où on va donner la chance aux jeunes qui ont des initiatives, qui ont fait un certain nombre de choses vraiment innovantes, de pouvoir venir mieux se faire connaître des consommateurs. Plus ils auront de la clientèle, de consommateurs dans leur portefeuille clientèle, plus ils pourront investir dans leur activité, développer, étendre. Vous défendez également l'idée d'une meilleure éducation des consommateurs. Il ne s'agit pas seulement de défendre leurs droits, mais aussi de les éduquer. Pourquoi c'est devenu aujourd'hui indispensable de développer cet aspect des choses? Je peux commencer par vous dire que c'est quelque chose que vous savez. La plupart des gens le savent. Tout ce qui existe dans la nature est codifié par des chiffres. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien réussir de bien dans votre vie si vous n'avez pas des données fiables, si vous n'avez pas l'information fiable. Imaginez qu'à côté, qu'on soit en train de vendre par exemple de l'or qui aurait pu coûter peut-être, je parle au hasard comme ça, hein, 100 millions le lingot, et qu'à côté ici, quelqu'un se retrouve en difficulté, et bien il brade son or, son lingot à 50 millions. Vous n'avez pas eu l'information. Ceux qui l'ont eu sont allés acheter. C'est comme ça que les opérateurs économiques se font de l'argent parfois. Donc, si le consommateur désormais a la bonne information, comprend le service, comprend les désavantages, sait ce qui peut lui être nuisible, désavantageux, il sait vers quoi il faut aller et vers quoi il ne faut pas aller. Donc, l'éducation du consommateur est indispensable. Vous prenez le meilleur professeur de mathématiques ou d'économie, donnez-lui un smartphone. À un moment donné, il s'interroge. Parce qu'il n'a peut-être pas été formé sur ça. Son enfant serait encore plus performant dans l'usage de son smartphone que son papa, qui est un brillant professeur, lectueur à l'université en économie, mais qui ne s'y connaît pas en smartphone, parce que ce n'est pas son domaine de compétence. Vous prenez le paysan, lorsqu'il se retrouve avec un véhicule qu'il veut acheter neuf peut-être, il n'a pas d'informations sur le véhicule.
il va faire un choix, peut-être un véhicule qui va lui causer beaucoup plus de problèmes que d'aller acheter un véhicule de marque où les pièces sont plus accessibles, le dépannage est beaucoup plus serein. Donc, l'éducation... En la Oui. matière, Oui. quels sont les courroies de transmission qui marchent? Quel est le bout qu'il faut tenir pour véritablement agir sur la psychologie, pour changer les habitudes? Il faut travailler l'imaginaire du consommateur béninois. Il faut travailler l'imaginaire. C'est-à-dire que il faut tout faire pour que, à chaque fois que le consommateur se trouve dans un cadre, la petite information qui doit le frapper, c'est une information qui lui rappelle son droit, qui lui rappelle les bonnes pratiques. Mais ses devoirs aussi. Parce que quand vous voulez réclamer vos droits, vos devoirs, vous Est-ce devez que les j'allais dire, observer. vous risquez de créer des rebelles Non, qui revendiquent à tout moment? on travaille à ça. On va veiller à ce que les gens commencent par observer aussi leurs devoirs. Alors, Et donc, pour nous, il faut tout faire pour que dans la documentation, dans les médias, partout où besoin se fait, qu'il y ait toujours une petite information. Et c'est pour ça, je le reprécise, nous avons initié la bande dessinée pour les consommateurs, nous avons initié le dessin animé, on aura bientôt des newsletters qui commenceront par faire du mailing un peu partout pour rappeler à tout le monde. On a beau être savant dans un domaine, on n'est pas savant partout. alors, quelqu'un qui a été au courant de cette émission Oui. va laisser un message pour vous. Vous avez commencé par le dire. Il dit les prix des denrées alimentaires et autres sont en hausse exponentielle dans nos marchés. En tant qu'association de consommateurs, amenez-le à expliquer les raisons et qu'ils nous disent ce que son association fait concrètement, j'insiste sur le mot, pour soulager le panier de la ménagère. Parlant de raisons, elles sont multiples. Elles sont multiples. Vous savez, dans une économie, il y a plusieurs acteurs. Il y a l'État qui veut collecter ses taxes, ses impôts. Il y a le fournisseur qui veut sa plus-value. Il y a le personnel qui a travaillé qu'il faut payer, ainsi de suite. Et donc, chacun de ces acteurs, selon la tendance, selon l'augmentation du coût de l'énergie, carburant, électricité, ainsi de suite, ou selon aussi des codifications que certains lobbies se donnent. Vous savez, parfois c'est de la fantaisie. Hein? On a connu ça un peu avec le ciment. Si on vous dit ce qui s'est passé, c'est phénoménal. Mais c'est comme ça parfois, ça s'entend, et puis on décide d'augmenter. Et quand ça augmente, vous constatez sur le marché que le produit que vous payez est moins cher, que c'est devenu, ce n'est plus à un coût accessible. Donc c'est ce qui se passe pour les denrées agroalimentaires. Et quand il y a l'information sur un marché, les autres marchés appellent pour dire nous on a augmenté, hein, s'il vous plaît, à combien vous faites? Les autres marchés ont l'information que ça a augmenté à Cotonou, et bien on augmente aussi de leur côté. Donc c'est ce qui arrive. Qu'est-ce que nous faisons concrètement? Je vais rappeler un peu, nous avons entamé ce dialogue avec l'État. Ce n'est pas encore simple, on le faisait depuis, mais on va le renforcer. Parce que vous ne pouvez rien faire sans l'État. C'est eux qui... mais oui, c'est l'exécutif. C'est à eux on a confié la tâche de conduire le pays. Donc vous êtes obligés de négocier. Nous sommes obligés de négocier aussi avec les fournisseurs. Parce que les bras de fer, vous allez en a fait pendant plus de 17 ans. On a eu des résultats, beaucoup même. Ils ne sont pas nos ennemis à abattre. Mais ce n'est pas nos ennemis à abattre. Et on a compris quelque chose. Vous savez, lorsque les gens ont expérimenté la fission nucléaire et la fusion nucléaire, c'est-à-dire on divise, on additionne, on s'est rendu compte qu'on peut gagner 4 fois plus d'énergie nucléaire qu'avec la division. Observez les grandes entreprises, les cartels, les conglomérats. Elles se mettent ensemble pour devenir plus puissants. Donc, si on se met ensemble, on aura plus de résultats. Et je vais atterrir sur ceci. Au niveau des denrées agroalimentaires, ce que nous avions prévu faire concrètement, on l'a lancé en 2024 sur le campus. Nous avons demandé qu'on mette sur pied Conso Solidarité. C'est une initiative, un projet de la Voix des consommateurs
qui va nous amener à commencer par avoir nos propres coopératives. C'est-à-dire que les consommateurs ne sont plus des consommateurs passifs, mais ils deviennent des consommateurs. Nous sommes des agents économiques aussi. On ne peut pas nous dénier ça. Donc, individuellement, les gens peuvent s'associer, mettre sur pied des coopératives. Et lorsque ces coopératives seront disponibles, on va commencer par produire aussi les denrées agroalimentaires. Ça veut dire que nous pouvons aller nous servir sain, qualité, à coût accessible. La concurrence va intervenir sur le marché. Et quand la concurrence intervient, il y a la régulation. Allez, Robert Combessi, 2 petites questions pour vous. C'est quand la dernière fois vous êtes allé sur un marché pour faire des emplettes? J'y suis allé la semaine dernière. Dans quel marché? Je suis allé à Dantokpa. D'accord. Quelle est la qualité de riz que vous consommez à la maison? La qualité de riz que je consomme, bon, non, pas en fait. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle riz, mais je vais vous le dire. C'est un riz, je ne vais pas dire le nom bien entendu, mais c'est un riz un peu fin, mais de couleur un peu brun, produit localement. On vous croit sur parole. Et la qualité Si, d'huile? j'aime la Quelle est qualité d'huile. Je consomme à Gonlimi, ça je précise pas, c'est pas une marque. D'accord. Je consomme du Agonimi parce que je suis plus sûr de cette huile que de n'importe quelle autre. Et les experts, les scientifiques ont prouvé que c'est la meilleure huile au monde en tant qu'huile qu'on peut surchauffer. Elle peut aller aux températures les plus extrêmes sans connaître de l'estérification. L'ester est cancérigène. Et donc, comme pour dire un bon défenseur des consommateurs Oui. qui consomment local. Merci Robert Combessi. Ce fut un plaisir de vous avoir sur cette émission Zone Franche avec Eric Guédeno et toute l'équipe de réalisation que nous remercions au passage. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Apprenez à consommer local. À bientôt et pour un autre numéro de Zone Franche. Le ciel clair bleu embrasse la terre. Salut, douce brise, dis-moi pour qui tu danses. Ainsi s'achève notre bulletin matinal. Nous allons passer maintenant aux informations sportives. Je vous laisse en compagnie de notre spécialiste des... Papa. Regarde, Tian Tian, nous avons déjà quitté la ville. Tiens, c'est pour toi. Oh. Ah, aïe. Oh. Tian Tian, Tian Tian, Oui. ma puce, où étais-tu passée? J'ai trouvé une grande vache et alors j'ai voulu la nourrir. Et ensuite... Ce n'est rien, ne t'inquiète pas pour ça. Quelle est la taille de la terre? La, la. Personne ne quitte l'auberge. N'oubliez aucun rond-point. Je monte à l'étage. Allez. Montez voir. Vous 5. Sortez, vite. Allez là-bas. Vous ne bougez pas. Arrêtez, qui va là? Attrapez-le. Oui. Aujourd'hui, tu m'as sauvé la vie, alors je te laisse partir. Quant à la prime, je la prends. Tu l'auras ou pas, ça dépend si tu trouves le vrai tueur.
de la ville ont accepté la prime et retourné Lanfang. Pourtant, Qiue reste introuvable. Les registres des sorties de la ville ont été vérifiés et il n'y a aucune trace de son départ. Elle doit toujours être dans le pavillon rouge. Morte. Elle ronge tout jusqu'à la pourriture, pire que la tuberculose. Brûle, 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 brûle. Au secours! La science donne des ailes à l'exploration humaine. Les pas de l'innovation emmènent la civilisation au loin. L'avenir s'épanouit dans l'imagination de l'humanité. Le consensus d'aujourd'hui décide de la vie de demain. Nous allons concevoir un beau rover martien. Le cœur humain qui bat. Cette maison est construite à l'aide d'une imprimante 3D. La saison 2 de la Chine du futur fait rencontrer les esprits scientifiques les plus brillants avec la jeunesse pleine de vitalité. L'intelligence artificielle va-t-elle nous prendre notre gagne-pain? Après la révolution intellectuelle, il y aura certainement encore plus de choix. À notre époque, la question la plus importante est la communication entre l'homme et la machine. Quand l'homme n'existait pas, des espèces ont quand même disparu. Mais après l'apparition de l'homme, la vitesse a été multipliée par des dizaines de fois. Dans certains taxons, c'est même multiplié par 1000. Dans l'étincelle de la sagesse, découvrons les possibilités infinies de la route qui s'ouvre devant nous. Le nombre total de lancements spatiaux de la Chine a dépassé celui des États-Unis pour atteindre la première place mondiale. Avec le C919, la Chine est passée du Made in China au Created in China. Avec les puces chinoises, nous serons capables de tenir notre rang dans le concert des nations. Certains pensent qu'il est impossible de synthétiser une insuline active. Bonjour madame, que puis-je pour vous? C'est pour l'ouverture d'un compte. Tu es à votre entière disposition. Je parle de beaucoup d'argent. Ah, dans ce cas, je vous conduis chez monsieur le directeur. Ok. Tout le monde à terre! Merde! Nous sommes attaqués. Pour vous parler à nouveau de ma vision de la Côte d'Ivoire, de mon engagement politique au service de mes concitoyens et de la solidarité nationale, afin que chacun comprenne mieux ma conception de l'indépendance. Cela fait une semaine que nous n'avons pas tenu de conseil de gouvernement avec le président, chose qui n'est pas arrivée depuis son élection. Monsieur le Premier ministre, je crois que vous devez faire preuve d'un peu plus de patience. Si je peux vous mettre dans la confidence, le président ne se sent pas très bien depuis quelques jours. Ça y est, j'ai trouvé quelque chose. Quoi? Mais d'abord, tu vas m'expliquer pourquoi et comment toi et ton pote, vous êtes les ennemis publics numéro 1 de tous les services de sécurité. Vous et votre clique, vous allez payer. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ils essaient de vous manipuler. Je suis le président. Jean Rignard. Le chef supérieur des armées. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Car est mort. Il n'existe plus. Je suis Jefter Gaudens. Et vous allez payer pour m'avoir fait abattre mon petit frère de sang-froid. Adieu! Il y a quelques années, tout était lent. Papier, aller-retour, file d'attente interminable. Aujourd'hui, tout a changé. Ici, chaque vie a une trace, une identité, grâce à la NIP. Aujourd'hui, tout commence dès le premier cri. L'agent de santé déclare la naissance avec un simple téléphone sans Internet. Les parents finissent au guichet du centre de santé ou à la mairie pour la complétude des informations et l'enregistrement de la naissance. En moins de 48 heures, ils reçoivent le numéro personnel d'identification, le NPI, par SMS et peuvent demander l'acte de naissance en ligne. Moi, je trouve cela magique.
Naître, avoir une existence juridique sans protocole, parce qu'on a la chance d'appartenir à une nation dont les dirigeants ont de la vision et la volonté politique. Depuis le 1er avril 2021, chaque enfant reçoit son NPI dès l'enregistrement de sa naissance au Registre national des personnes physiques. Ceux nés avant cette date l'obtiennent à travers le RAVIP. Je me souviens du jour où j'y suis allée. Mes données biographiques, mes empreintes, ma photo, ma signature, tout a été enregistré. C'était plus qu'une formalité. C'était la reconnaissance officielle de mon identité par mon pays. Grâce à cela, j'ai obtenu mon acte de naissance sécurisé, ma pièce d'identité, j'ai pu acheter et enregistrer ma carte SIM et à 18 ans, mon nom est apparu automatiquement sur la liste électorale. Et puis est venu le jour où je me suis installée et ai déclaré mon chez-moi. Avec mon NPI et celui de mon témoin, le chef de quartier a déclaré ma résidence en quelques secondes directement depuis son téléphone, sans Internet, grâce à un simple code USSD. Ma résidence était alors mise à jour dans le Registre national des personnes physiques. Ainsi, l'État sait où nous sommes pour mieux nous servir. Moi, j'appelle cela la proximité numérique. Quand Dosso a décidé de m'épouser, nous n'avions besoin que de nos NPI et de ceux de nos témoins. L'officier d'état civil a déclaré notre union dans le système ANIP. En quelques secondes, notre mariage était enregistré, lié à nos identités et nous avons reçu notre acte sans aucune tracasserie. Même l'amour a sa place dans le numérique. Quand mon grand-père est décédé, le médecin est venu constater le décès. Avec le certificat, nous sommes allés chez le chef quartier qui a demandé nos NPI. En quelques instants, avec son téléphone, il a déclaré le décès. L'ANIP a délivré l'acte et mon grand-père a été inscrit au fichier national de l'état civil comme décédé et automatiquement radié de la liste électorale. Les registres se mettent à jour en temps réel pour que chaque vie soit respectée et comptée. La vie continue et parfois la mémoire nous joue des tours. On oublie son NPI? Pas de panique. Un simple code USSD, le site web de l'ANIP ou l'application anip.bj et tout revient en un clic. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, la technologie ne remplace pas l'humain, elle le relie. Et pour demander une carte d'identité, plus besoin de courir. Tout se fait en ligne, depuis chez soi. Et ce n'est pas tout. Les institutions se parlent désormais. La protection sociale, l'emploi, les transports, les impôts, la justice, les opérateurs mobiles, tout est lié, fluide, transparent. Parfois, je me dis que mon grand-père serait fier de voir son pays grandir et se moderniser. Derrière chaque numéro, il y a une vie, une appartenance, un espoir. L'ANIP bâtit le cadre de confiance qui unit les citoyens et ouvre les portes de l'éducation, de la santé, de la finance, de la citoyenneté et des services sociaux, tels que la protection de l'enfance, l'aide sociale et la microfinance. ANIP, l'identité qui accélère le développement du Bénin. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un plus un fond de. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Non. Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you. I love, I love, I love, I love, I love you. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you. I love, I love, I love, I love, I love you. Je vais casser toutes mes montres, peu importe ce que ça va me coûter. Quand j'aime, le temps doit pas s'écouler. Et depuis que toi c'est moi, j'ai tout oublié du passé, oh ma chérie. Dis-moi où tu t'étais caché, oh pourquoi j'ai mal, pourquoi je suis blessé, oh. J'ai demandé à Dieu de nous séparer, mais il ne veut pas m'exaucer, oh c'est lui qui sait, et son plan est déjà calé, oh. Donc si c'est pour toi, c'est avec la joie que je vais pleurer, oh. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un puissant fondeur. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Je prends ta main,
je ferme les yeux et je me sens mieux. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you. I love you. I love, I love, I love, I love, I love you. Baby, I love, I love, I love, I love, I love you. I love, I love, I love, I love, I love you. Et si la faute frappe une seconde, l'amour lui ne peut pas finir. Laisse-moi guérir tous tes bobos, ma chérie. Je ne peux plus souffrir, souffrance même cherche à te fuir. Écoute ma poitrine, mon cœur a des choses